J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des webinaires du département droit et transformation sociale. Quelques mots peut-être d'introduction et de présentation pour ceux qui ne sont pas familiers de l'exercice. Alors, à titre personnel, tout d'abord, moi je suis Olivier Décimas, je suis professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'Université de Bordeaux et je suis directeur du département de recherche droit et transformation sociale qui organise ce webinaire. Le département, c'est donc une structure de recherche qui regroupe 8 unités de recherche en droit et en sciences politiques à l'Université de Bordeaux et qui embrasse la totalité des champs disciplinaires du droit donc, et de la science politique, du droit civil au droit privé en passant par le droit pénal, public et autres, bien entendu. Ça représente, donc je l'ai peut-être déjà dit, 8 unités de recherche, à peu près 550 personnes, et donc une force de frappe peut-être inédite au plan national, ce qui nous permet d'embrasser des sujets divers. Le département droit et transformation sociale, a notamment pour objectif de faire ce qu'on appelle donc de l'animation scientifique, et dans le cadre de cette animation scientifique, de développer une politique de médiation scientifique, donc, parmi lesquels on trouve ces webinaires. Alors, sauf erreur de ma part, on en est à la 9e édition de ces webinaires. Ça sera le dernier d'ailleurs de la saison 2022-2023 avant que les prochains commencent. Le but de ces webinaires, c'est de mettre en contact d'une part des universitaires, d'autre part des membres de la société civile, experts dans le domaine, ça peut être associatif, professionnel, ça peut être des choses bien différentes, dans un but commun qui est un but, on pourrait dire, de vulgarisation, de diffusion du savoir scientifique et bien sûr dans une démarche citoyenne, dans le but de répondre aux questions qui peuvent être celles du public le plus large. Les sujets traités sont des sujets très divers. On a pu traiter des violences conjugales, de la guerre en Ukraine, de la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, un sujet très intéressant et différent de ceux que nous avons traités jusqu'à présent, puisque nous allons aujourd'hui avoir le plaisir d'écouter les panélistes traiter de la question du rapport entre la laïcité, question controversée peut-être, entre la laïcité et le service public. Je m'excuse par avance parce que je ne pourrai pas assister à l'intégralité de vos débats, ce que je regrette euh, bien évidemment. Et je voudrais, pour terminer, avant de laisser la parole à Clémence, qui présentera peut-être chacun d'entre vous, euh, tout d'abord vous dire mes plus sincères remerciements pour participer euh, à ce 9e webinaire du département. Merci à tous et je vous souhaite des échanges les plus féconds. Merci beaucoup, Olivier. Donc, comme l'a dit Olivier Décimas, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 9e webinaire citoyen qui est organisé par le département droit et transformation sociale de l'Université de Bordeaux. Donc, comme vous l'avez vu, le thème de ce soir, ce sera laïcité et service public, quelle neutralité? Et je vous propose de commencer par vous donner une définition de la laïcité que l'on retrouve sur le site du ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Donc, le principe de laïcité, constitue une dimension essentielle de la République. Il garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction ni discrimination, tout en rendant effective la liberté de conscience proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, le principe de la laïcité et l'obligation de neutralité limitent la liberté d'expression des agents publics, mais protègent leur liberté de conscience. Ils garantissent l'égalité de traitement de l'ensemble des usagers et de l'administration. Donc, voilà la définition que l'on peut trouver. Et je vous signale aussi que depuis 2015 est organisée une journée de la laïcité le 9 décembre, date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Et en 2021, cette journée a été institutionnalisée, je ne vais pas y arriver, au sein de la fonction publique. Donc, ce sujet de la laïcité, comme on peut le voir, il revient régulièrement dans l'actualité depuis de nombreuses années maintenant.
Il occasionne souvent des débats passionnés qui manquent parfois un peu de la subtilité nécessaire pour traiter un sujet aussi sensible. Et donc, dès lors, nous, au département, cette thématique qui a été proposée par 2 enseignants-chercheurs de l'Université de Bordeaux, qui vont intervenir ce soir. Donc, Madame Cécile Castin, qui est professeure de droit public à l'Institut Léon Duguy, et Monsieur Sylvain Niquèche, professeur de droit public et directeur de l'Institut Léon Duguy. Donc, cette thématique qu'ils nous ont proposée, elle nous a semblé tout à fait en adéquation avec la ligne directrice que nous nous sommes fixée au département d'Aix, c'est-à-dire aborder des sujets d'actualité sous le prisme du droit à destination du plus grand nombre et pas uniquement auprès de notre communauté universitaire. Et donc, afin de croiser les regards et de présenter des exemples concrets en lien avec cette thématique, il y a 3 personnes issues de la société civile qui ont accepté de partager leur expérience sur ce sujet avec nous et je les en remercie encore grandement. Donc, ce soir, nous aurons le plaisir d'écouter aussi Madame Félicie Fauconnet, qui est adjointe à la chef du département de la fonction publique, du droit du travail et des baux de la direction des affaires juridiques et des droits de patients de l'APHP. Monsieur Boumedienne, veuillez m'excuser pour cet impair, Medini, donc Monsieur Boumedienne Medini, coordinateur laïcité et culte du département de la fonction publique, du droit du travail et des baux de la direction des affaires juridiques et des droits des patients de la PHP, et Monsieur Laurent Lhomme, inspecteur d'académie en histoire-géographie et référent académie valeurs de la République de l'Académie de Bordeaux. Donc, les intervenants de ce soir, ils aborderont la question de la neutralité des agents et des usagers dans les services publics. Donc, plus particulièrement, nous ferons un focus donc au vu des intervenants sur les établissements scolaires et les hôpitaux, ainsi que les dispositifs spécifiques qui sont mis en place dans ces structures afin d'assurer une bonne transmission du principe de laïcité et veiller à son respect. Avant de commencer et de céder la parole à mes collègues, je tiens aussi à vous informer que vous pouvez tout au long de ce webinaire poser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui est en bas. Je vois que certains l'ont déjà trouvé. Et donc, tout de suite, je laisse la parole à Madame Castin et Monsieur Niquèche. Merci Clémence, bonsoir à tous. Alors je vais commencer par fixer un petit peu le cadre général du propos, même si Clémence l'a très bien fait. Elle a rappelé l'actualité du concept de laïcité qui est beaucoup mobilisé dans le discours actuel, qu'il s'agit du discours politique, social ou même du discours juridique. Donc un concept de laïcité très mobilisé, dévoyé parfois même détourné. On le voit récemment que certaines associations profiteraient du fonds Marianne créé par les États généraux de la laïcité l'année dernière pour s'enrichir. Et c'est un concept qui est souvent brandi comme une réponse à des revendications communautaires, voire même à des phénomènes de radicalisation. Et la tentation de celui qui l'utilise est souvent assez grande de lui donner le sens finalement qu'il veut. Alors souvent, on présente la laïcité selon 2 conceptions qui sont parfois opposées. Une conception très libérale qui est centrée sur la liberté de religion et une conception qu'on dit plus spécifique à la France qui est parfois offensive, une conception plus centrée sur la neutralité de l'État et qui devient parfois offensive quand elle s'étend à la neutralité de l'espace public, renvoyant la religion à l'espace privé ou au lieu de culte. Si on part de l'article 1er de la Constitution qui dispose que la France est une république laïque, on voit que cette laïcité, finalement, ce n'est pas un droit de la personne ni une obligation pour les personnes privées, c'est un principe d'organisation de la République. Un principe d'organisation de la République qui doit guider l'État pour garantir l'expression de toutes les croyances sans en imposer aucune. Donc, ce principe de laïcité en tant que principe d'organisation de la République, il se traduit par 2 principes juridiques, qui est la liberté de religion d'une part, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de 1789, mais qui s'exerce pas de manière absolue, qui s'exerce dans le respect de l'ordre public et de la liberté d'autrui, et puis le principe de neutralité d'autre part, qui, quand il est mis en lien avec la laïcité, porte sur la neutralité religieuse, qui est un principe plus large, qui concerne aussi bien la neutralité politique ou philosophique.
Et ce principe de neutralité, il ne vise que l'État et ses démembrements et pas l'espace public. Donc, il s'adresse ou il s'impose ce principe de laïcité aux personnes publiques, donc à l'État, aux collectivités territoriales et puis à les autres personnes publiques type établissement public de santé ou établissement scolaire. Et puis, il s'impose aussi à tous les agents des services publics, y compris lorsque ces services publics sont exercés ou exécutés par des entreprises privées. Alors, ce principe de neutralité, il ne limite pas la liberté de religion des agents, il limite simplement la possibilité de manifester ces religions dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est ce qui permet de différencier la neutralité donc, qui est imposée aux agents du service public du principe de non-discrimination qui est applicable et imposé aux salariés du secteur privé. Donc les salariés du secteur privé, eux, ne sont pas soumis à cette obligation de neutralité, sauf si le règlement intérieur de l'entreprise privée en dispose autrement et sous réserve du respect de certaines conditions. Alors, c'est la raison pour laquelle on distingue souvent, et Clémence l'a rappelé aussi dans son propos introductif, les salariés de droit privé, puis les agents du service public qui sont soumis à une neutralité absolue, on le verra, et on les différencie des usagers qui, eux, bénéficient en principe de la liberté, enfin, non seulement de la liberté de religion, mais aussi de la liberté de manifester leurs croyances religieuses. On verra que la distinction n'est pas toujours aussi nette. Alors, tout est question finalement, avec ce principe de laïcité, tout est question de frontières entre salariés droit privé et agents publics, entre agents publics et usagers, entre services publics et services privés, entre espace public et espace privé. Et l'objet de ce webinaire est d'essayer de tracer ces frontières avec deux exemples précis, deux services publics particuliers que sont l'hôpital et l'école, le service public hospitalier et le service public de l'éducation nationale. Alors, je vais brièvement poser le problème pour l'hôpital. Pourquoi est-ce que l'hôpital est un lieu particulier s'agissant de l'application du principe de laïcité? Sans doute en raison de la singularité de l'usager du service public hospitalier. Le patient peut, surtout lorsqu'il est hospitalisé pour une longue durée, peut avoir besoin d'exprimer son culte dans son lieu d'hospitalisation, et ce besoin peut être amplifié par la maladie, l'espoir de guérison, l'approche ou l'appréhension de la fin de vie, l'approche que la personne peut se faire du corps humain ou des produits issus du corps humain. Alors, un service particulier aussi parce que le patient, quand il est hospitalisé, il n'est pas libre d'aller et venir. Non pas que l'hôpital soit un lieu d'enfermement, mais sa liberté d'aller et venir est restreinte par la maladie, par la prise en charge. Il peut être éloigné de son lieu de vie et il n'est pas libre de sortir de l'hôpital pour aller exercer son culte en raison de sa maladie. Alors à l'hôpital, comment finalement cette exigence républicaine de laïcité s'applique? Elle s'applique vis-à-vis des agents par une très stricte neutralité, une neutralité qui est très large dans les personnes qu'elle vise, puisque cette neutralité vise tous les agents du service public hospitalier, qu'ils soient ou non au contact des patients, mais aussi tous les étudiants qui interviennent à l'hôpital, et on sait que c'est un lieu où il y a beaucoup d'étudiants, d'internes, tous les stagiaires. Reste la question, dont on reparlera tout à l'heure, de la neutralité imposée ou non aux bénévoles, parce qu'il y a aussi de nombreux bénévoles qui interviennent dans les établissements publics de santé. Et puis très large aussi dans ce principe de neutralité, dans les signes qu'il interdit, puisqu'il interdit les signes qui manifestent par eux-mêmes une croyance religieuse, mais aussi les signes qui sont des insignes religieux par destination, c'est-à-dire des insignes dont le port ne manifeste une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de la personne. Donc, un bonnet opératoire ou une charlotte d'un bloc opératoire qui est porté dans un lieu dont le service ne le requiert pas. Et c'est allé jusqu'à, on pourra en reparler tout à l'heure, une jurisprudence sur une barbe un peu trop longue qui aurait eu pour destination, selon le directeur d'un établissement, de manifester une appartenance religieuse. Donc, une neutralité très stricte et puis une organisation particulière des hôpitaux publics
puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les patients doivent pouvoir exercer librement leur culte à l'hôpital, sous réserve bien évidemment du bon fonctionnement du service. Et donc, par dérogation, mais c'est une dérogation qui est prévue hein, par la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, les hôpitaux publics sont tenus d'organiser des services d'aumônerie pour garantir l'expression du pluralisme religieux à l'hôpital. Et puis, des aumôniers interviennent à l'hôpital également, soit sous forme contractuelle, soit sous forme de bénévolat. Alors, ce qui pose un certain nombre de difficultés pour savoir quels sont les aumôniers qui interviennent. Est-ce que c'est en fonction des besoins exprimés par le patient, par chaque patient? Est-ce que c'est en fonction de besoins recensés globalement à l'hôpital? C'est une question qui pourrait être évoquée également. Mais cette liberté de culte à l'hôpital, et je terminerai par là, hein, elle ne s'exerce que sous réserve du bon fonctionnement du service public hospitalier. Et l'hôpital n'est pas juridiquement tenu de satisfaire toutes les revendications religieuses des patients. Il peut y avoir des accommodements, mais ce n'est pas une obligation juridiquement, une obligation de résultat. Je pense en particulier au respect des rites mortuaires ou des préceptes alimentaires en fonction des religions. Voilà pour un topo sur l'hôpital. Et puis, mon collègue Sylvain Niquet va passer à l'école. Merci Cécile, bonsoir à tous. Oui, effectivement, le deuxième service public auquel on va s'intéresser ce soir, c'est le service public de l'éducation nationale. Alors, en soi, on va retrouver la même structure. C'est toujours une mission qui est assumée par l'État, à travers, en l'occurrence, des établissements scolaires, avec d'un côté des agents, et notamment des enseignants, et puis de l'autre côté des usagers, ou ces usagers que sont les élèves. Alors, la spécificité du point de vue de la neutralité du service public de l'éducation nationale, elle est liée, mais c'était un petit peu ce que tu disais, Cécile, pour le service public hospitalier, elle est liée à la singularité, à la nature des usagers de ce service public, puisqu'on a affaire à des mineurs. Et donc, il y a très tôt l'idée qu'il faut protéger ces mineurs des partis pris éventuels de l'État, notamment des partis pris religieux, parce que leur liberté de conscience est peut-être plus fragile que des adultes. Et puis, il s'agit aussi de protéger la liberté d'éducation des parents, qui doivent rester libres de délivrer l'instruction religieuse qu'ils souhaitent à leurs enfants. Donc ça, rapprocher donc cette fragilité en quelque sorte des usagers de ce service public, rapprocher, comme pour le service public hospitalier, du fait qu'on a affaire à un service public clos, c'est-à-dire ce n'est pas simplement un lieu de passage, c'est un lieu dans lequel les usagers restent pendant une bonne partie de la journée, suscite voilà, des interrogations peut-être plus fortes du point de vue de la laïcité et de la neutralité que pour d'autres services publics. Donc la spécificité ici du point de vue de la neutralité du service public de l'éducation nationale, elle s'est traduite très tôt par le fait que les plus grands textes ont directement consacré pour ce service public l'exigence de laïcité et l'exigence de neutralité des agents, des programmes. Et donc, par exemple, c'est pour le service public de l'éducation nationale, l'affirmation de la laïcité, on la trouve dans la Constitution, ce qu'on ne trouve pas pour la plupart des autres services publics directement. C'est l'alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui a valeur constitutionnelle, y compris pour nous aujourd'hui, et qui prévoit l'organisation d'un enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés, et qui le présente comme un devoir de l'État. Donc cette exigence de neutralité et de laïcité de ce service public, on la retrouve aussi dans le Code de l'éducation, où il y a un chapitre qui est consacré à la laïcité de l'enseignement public. Donc, la spécificité ici du service public de l'éducation nationale, elle tient aussi au niveau avec lequel l'exigence de neutralité et de laïcité est posée. Mais si on s'arrête là, la spécificité, elle est finalement assez relative. C'est toujours la même chose que dans les autres services publics, une recherche d'équilibre entre la neutralité de l'État et de ses agents d'un côté, et puis la liberté religieuse et la liberté de conscience des usagers de l'autre. Ce qui va un petit peu renouveler les choses et qui va accroître la spécificité de ce service public-là, c'est les problématiques qui vont émerger à partir des années 80, début des années 90, où
on va se demander s'il ne faut pas seulement protéger les usagers, donc les élèves, vis-à-vis de l'État et de ses agents, mais vis-à-vis de tous ceux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur eux et sur leurs convictions religieuses, et notamment les autres usagers du service public. Et donc là, on va se demander notamment, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire le port des signes religieux de l'ensemble des élèves pour protéger les autres élèves d'influences éventuelles. Donc là, il y aura des décisions très importantes du Conseil d'État, notamment au début des années 90, mais tout ça débouchera sur la loi de 2004, qui est désormais codifiée dans le Code de l'éducation et qui interdit le port des signes ou des tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, interdiction faite à l'ensemble des élèves du service public de l'éducation nationale. Donc ici, c'est une vraie spécificité parce qu'on a une exigence une forme d'exigence de neutralité qui est imposée aux usagers de ce service public, et elle va même, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est même approfondie par le législateur, notamment avec une loi de 2019 pour une école de la confiance, où on voit que cette exigence de neutralité ou cette interdiction des pressions ou des endoctrinements, elle s'étend même au-delà du lieu scolaire en tant que tel, puisque ça s'impose aussi aux abords immédiats des établissements scolaires où on interdit toutes les pressions et tous les endoctrinements dont pourraient faire l'objet ces usagers particuliers que sont les élèves. Et puis le second thème qui a mis un peu cette question de la neutralité dans le service public de l'éducation sur le devant de la scène, c'est celui des accompagnatrices scolaires, hein, les mamans qui accompagnent les enfants dans diverses activités dont on s'est demandé si on pouvait leur imposer ou non, ou si on devait leur imposer l'interdiction de porter des signes religieux. Il y a eu différentes décisions ici, circulaires, avis. Bon, ce qui est très net, c'est qu'on est sur un sujet pour le service public de l'éducation qui est vraiment d'une grande actualité. Il y a un plan laïcité qui a été prévu organisé par une circulaire du 9 novembre 2022 autour des questions de nouveaux signes religieux dits par destination, les abayas, les bandanas, etc. On a aussi une loi qui a été adoptée en première lecture par le Sénat, elle n'a pas été définitivement, mais elle a été adoptée en première lecture par le Sénat, et qui vise à étendre la neutralité aux accompagnatrices scolaires ou aux accompagnateurs scolaires en général, donc un sujet d'une grande actualité. Alors, ces rappels et puis ce contexte ayant été posé, on a choisi, les différents panélistes, on a choisi d'organiser la suite du webinaire autour de deux axes. Le premier, ça a été rappelé par Clémence, hein, le premier qui vise à ce que pour chacun des services publics, on témoigne peut-être de la complexité des situations et de la difficulté de s'appuyer sur les schémas habituels de cette question de la neutralité, notamment l'opposition entre agents et usagers. Et puis un deuxième axe qui portera sur les moyens institutionnels et autres qui sont mis en œuvre dans chacun de ces services publics pour essayer de résoudre les difficultés qui peuvent, le cas échéant, se poser. Donc sur le premier axe qui vise un petit peu à illustrer la complexité de cette question dans chacun des services publics, on va commencer avec le service public hospitalier. Et donc, je vais donner la parole au choix, comme ils le veulent, soit à Madame Félicie Fauconnet ou à Monsieur Boumedienne Medini. Merci, bonsoir à tous. Donc, effectivement, c'est vrai qu'au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la question se pose au quotidien. Nos quasi 100 000 agents côtoient les milliers de patients qui donc sont reçus et soignés au sein de nos 38 hôpitaux. Donc, c'est vrai que c'est des questions qui se posent au quotidien dans les services et qui se vivent au fil de l'eau, mais pour lesquelles on peut éventuellement, nous, direction des affaires juridiques, être interrogés pour éclairer les choses quand des difficultés se montrent avec plus d'acuité. On a choisi de vous présenter quelques exemples pour illustrer ce en quoi, effectivement, la distinction professionnelle-usager se pose chez nous avec effectivement une évidence pour la plupart des sujets et peut-être quelques aspects plus flous pour d'autres. Pour prendre un premier exemple, peut-être le plus classique en la matière, celui du port de signes religieux. Ça a été rappelé déjà dans l'introduction de ce webinaire, les professionnels
de l'assistance du Coteau de Paris, donc en tant qu'agents publics, sont bien sûr soumis à une stricte neutralité et se voient donc interdit de porter tout signe ostensible qui pourrait manifester une religion. C'est tout autant pour respecter le principe de neutralité que de ne pas finalement influencer les usagers ni en quelque sorte interroger eux-mêmes sur ce qui pourrait être leur religion. À l'inverse, les usagers se voient, eux, reconnus au sein de l'hôpital public, ça a été rappelé également, une liberté de conscience et de pratique religieuse. Ils ont donc à ce titre la possibilité de porter des signes religieux ou vêtements manifestant leur appartenance. En revanche, viennent finalement un petit peu encadrer cette liberté, à la fois ce qu'on appelle les règles de bon fonctionnement du service et également d'ordre public, la nécessité notamment de devoir identifier un patient, le reconnaître pour être éventuellement sûr de donner le soin au bon patient, mais également les règles d'hygiène et de santé-sécurité, avec la possibilité notamment de devoir demander à un patient de retirer un vêtement de nature religieuse qu'il souhaite continuer à porter, et à défaut pour celui-ci de bien vouloir déférer à cette demande, la possibilité de lui indiquer la nécessité de devoir consulter dans un autre hôpital que celui-là si ça n'est pas possible. Les autres exemples qu'on peut vous donner sont notamment ceux de la pratique religieuse des patients que va vous présenter mon collègue Dimitri Medini. Bonjour, merci de nous avoir invités à prendre part à ce webinaire. Effectivement. Alors, la PHP est confrontée, comme le disait Félicie, à ces problématiques. Et la distinction entre les usagers et les droits qui leur sont acquis et nos professionnels est très pertinente et reste très, très importante pour nous. On va prendre l'exemple des lieux de recueillement, puisqu'on a abordé la question de l'exception qui a été fixée par l'article 2 de la loi de 9 décembre 1905, qui dispose que les établissements de santé doivent mettre en œuvre des services d'aumônerie dans les établissements de santé pour permettre justement aux usagers de pratiquer leur culte quand ils sont dans des situations d'incapacité ou d'impossibilité de quitter effectivement le lieu dans lequel ils sont pris en charge. Et cette distinction, elle est essentielle. Il est essentiel de distinguer bien sûr ce que peuvent faire les droits des usagers d'un côté, les obligations des agents, puisque ces lieux de recueillement sont au centre de l'établissement. Ce sont des lieux ouverts, qui sont par destination en général sous la responsabilité des aumôniers, puisqu'on a aussi fait part de la possibilité d'avoir des aumôniers salariés ou bénévoles qui vont eux assurer les services religieux pour les cultes dans lesquels qui sont reconnus. Mais la plupart du temps, ces lieux de recueillement sont ouverts et donc les patients et les familles peuvent y accéder. Et à ce titre-là, effectivement, eux, dans le cadre de leur liberté religieuse, ils ont cette possibilité de s'y rendre au moment qui leur convient. Ils peuvent également être accompagnés par des professionnels de santé lorsque ces patients sont dans une difficulté de mobilisation. Et là, justement, se trouve la petite finesse et la subtilité, c'est que le professionnel va pouvoir accompagner le patient, et pour autant, lorsqu'il est en présence, il est dans ce lieu, il est professionnel, c'est-à-dire qu'il ne doit manifester à aucun moment aucune conviction religieuse. Il ne peut pas, par exemple, non plus, et ça c'est une situation qu'on a eu l'occasion de vivre et pour laquelle nous avons été interrogés, il ne peut pas accompagner un patient, une famille dans une prière, et donc à ce moment-là, traduire et manifester très clairement sa conviction religieuse. Il ne peut pas non plus, à contrario, être dans une situation où il va refuser d'accompagner un patient au motif que ce patient ne serait pas un co-religionnaire et finalement dire « je ne souhaite pas accompagner ce patient parce qu'il se rend dans un lieu de recueillement auquel je n'adhère pas ». Et donc là, cette distinction est essentielle. On rappelle clairement que les usagers ont cette possibilité qui est mise en place par les textes. Et ensuite, d'un autre côté, effectivement, les professionnels qui, eux, sont extrêmement limités, qui ne doivent pas manifester leur conviction religieuse. Et donc là, si on devait nous omettre cette distinction et ne pas être suffisamment explicite vis-à-vis aussi des usagers dans les textes et documents d'information que nous transmettons, effectivement, on risque de se retrouver dans des situations un peu d'ambiguïté, d'incompréhension à terme.
Donc ça, c'était l'exemple du lieu de recueillement qui est essentiel parce que le lieu de recueillement est ouvert aux patients et non pas aux professionnels. Les aumôniers qui sont présents sont là pour accompagner les patients et non pas les professionnels de santé dans un premier temps. Et donc, voilà, on a aussi d'autres exemples. Je laisse à nouveau la parole à Félicie pour d'autres exemples. Donc, un exemple peut-être du choix qui peut être fait en matière de motifs religieux et l'éventualité que ça soit assimilé à un comportement discriminatoire. Donc, le service public accueille bien sûr pour l'égal accès aux soins tous les usagers et donc les agents publics ont l'obligation de traiter tout patient et en aucun cas peuvent refuser de les prendre en charge au motif de leur religion, ce qui serait bien sûr discriminatoire. Alors, pas exactement à l'inverse, puisque c'est plus subtil que ça, mais les usagers, les patients, quant à eux, peuvent alors bénéficier d'un droit fondamental qui est le libre choix du médecin. Et donc, ils ont la possibilité, pour des motifs qu'ils n'ont pas à expliciter et qui peuvent être notamment religieux, mais aussi peut-être tout simplement de pudeur, de choisir un soignant, par exemple, du même sexe que s'il le souhaite. Alors, tout ça sous réserve des nécessités du service public et la possibilité ou pas de pouvoir mettre à disposition un soignant qui correspondrait à cette demande. En revanche, cette demande particulière ne peut en aucun cas être fondée, là aussi, sur un motif qui tiendrait, par exemple, à la religion oui, un motif religieux, parce que là, il serait dans ce cas-là également discriminatoire. Peut-être un dernier exemple sur l'alimentation. Alors, justement, l'occasion aussi de rebondir et de faire le lien entre ces deux exemples, le lieu de recueillement et le principe de non-discrimination qui s'opère en quelque sorte dans les deux sens. Le fait qu'on impose aux professionnels de ne pas manifester leur religion lorsqu'ils sont en exercice va avoir une autre portée quand on fait le lien entre ce lieu de recueillement dans lequel ils pourraient s'exposer et la discrimination dont ils pourraient faire l'objet en réalité. Et donc, on a quand même un message important qu'il faut faire passer à nos professionnels et aux professionnels de santé, c'est de leur rappeler que cette obligation qui pèse sur une neutralité n'est pas justement le fait de nier leur possibilité de liberté religieuse qui s'exerce dans le cadre privé, puisque c'est dans ce cadre-là que c'est possible, mais ils peuvent ensuite se retrouver dans des situations où des patients, les reconnaissant ou les identifiant comme étant présumés ou appartenant à telle ou telle religion, effectivement, pourraient les discriminer. Donc ça aussi, c'est un message important qu'on fait passer à nos professionnels lorsqu'on intervient auprès d'eux, c'est de leur rappeler que c'est aussi un principe de protection, finalement, cette laïcité, cette neutralité qui leur est imposée, leur permet aussi d'être dans une situation de protection. Ça, je voulais profiter de l'occasion pour l'indiquer. Enfin, le dernier exemple que nous souhaitions aborder avec vous, c'est la question de l'alimentation. Alors, vous l'avez présenté en l'introduction, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui, parce que les établissements de santé puissent proposer des repas confessionnels. La justice et les décisions de justice ont été très, très claires là-dessus, en partant de l'école, l'administration pénitentiaire, les établissements de santé, l'ensemble des services publics sont dans la même situation. Mais pour autant, le patient, lorsqu'il est accueilli et pris en charge dans un établissement de santé, a cette possibilité de souhaiter que sa pratique alimentaire puisse être respectée. Et donc là-dessus, effectivement, les équipes de soins, les médecins, l'ensemble des soignants et des paramédicaux sont attentifs à répondre à cette expression qui peut être réalisée par les patients, alors que les professionnels, dans leur exercice professionnel, sont amenés, par exemple, à se rendre dans un restaurant des personnels, entre autres, dans lequel les repas sont servis en respectant bien sûr les règles d'hygiène, le choix des repas qui peuvent être présentés, mais pour autant, ces professionnels, à aucun moment, eux, pourront et devront pouvoir manifester un choix en disant, voilà, on souhaiterait que notre pratique religieuse soit respectée lorsque les repas sont présentés dans les restaurants du personnel, puisque dans ce moment-là, ils seraient dans une
ils iraient à l'opposé de l'obligation qui est celle qui leur est faite et qui s'oppose à eux en matière de traduction et de manifestation des convictions religieuses, bien sûr. Voilà pour les quelques exemples. Alors, les concrétiser, effectivement, on les croise régulièrement sur le terrain, les encadrants les croisent régulièrement et remontent vers nous à chaque fois pour pouvoir obtenir des avis et des conseils, qu'on puisse répondre au cas par cas, sachant que les situations sont très complexes parce qu'on n'est pas dans une situation où il s'agit de répondre oui ou non systématiquement. Il y a une analyse qui est faite en permanence du cas pratique. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose que l'on passe à Monsieur Lhomme. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, la question est très complexe dans l'espace scolaire, car, comme l'a dit Monsieur Niquège, en fait, il y a une vraie singularité, enfin, on peut le dire de tous les espaces peut-être, mais une vraie singularité de l'espace scolaire qui a été soulignée déjà. Hein, mais je répète, c'est le choix de l'école de la République, hein, une école émancipatrice. Et donc, ce choix d'une école émancipatrice, d'une école qui doit offrir aux élèves, alors je vais prendre des expressions d'une philosophe, Catherine Kissler, qui a de belles expressions, qui parle d'espace de respiration laïque, d'espace qui doivent offrir une deuxième vie à l'élève dans lequel il se débarrasse de ces déterminismes, des pressions qui peuvent s'exercer sur lui. Elle dit que c'est le lieu où l'élève doit apprendre à se fâcher avec lui-même. Donc, c'est cette singularité qui fait qu'effectivement, on a donc des règles qui sont un peu différentes. Alors, faut-il parler de neutralité? Je pense qu'au sens juridique du terme, certainement pas, mais je ne suis pas juriste, donc je vais bien me garder d'avoir ce débat. Et je pense que c'est peut-être bien justement de ne pas parler de neutralité pour parler de la question des usagers au sens large, c'est-à-dire à la fois des élèves, des parents d'élèves et des intervenants extérieurs que je vais évoquer dans mon propos. Par exemple, pour les élèves, on va plutôt parler de devoir de discrétion, hein, qui permet effectivement peut-être de bien marquer le fait que ce qui leur est imposé n'est pas ce qui est imposé aux agents de l'État. Donc, cette loi de 2004 que vous avez évoquée, hein, elle a été justifiée, enfin, bon, elle a été à la suite d'un rapport de la commission Stasi. La commission Stasi l'a argumenté en reprenant les deux limites à la liberté d'exercice des cultes qui pouvaient donc être acceptées par, c'était la loi de 1905 et l'article 1 qui les évoquait. Une limite qui est une limite qui est explicite, hein, puisqu'il est bien dit que voilà, sous réserve de l'ordre public. Donc, et effectivement, entre 1989, qui est la date de la première affaire médiatisée sur le port de signes religieux, et la loi de 2004, il y a eu dans certains établissements des tensions, hein, entre les parents et les chefs d'établissement qui étaient un peu mal à l'aise face à la règle qu'il fallait faire respecter. Et puis la deuxième limite, elle est implicite, c'est tout simplement le respect de la liberté de conscience qui est première dans l'article 1. Et les auteurs du rapport de la commission Stasi ont bien indiqué que c'était par rapport à ces deux éléments, l'ordre public et surtout la liberté de conscience de tous et de tous les élèves, il semblait nécessaire peut-être de poser une règle plus claire, c'est-à-dire l'interdiction de manifester ostensiblement une appartenance religieuse. Donc, ça, c'est un point. Donc, on a une spécificité du coup de la règle dans l'espace scolaire. Et en même temps, je rappelle quand même l'article L141.2 du Code de l'éducation que peu connaissent finalement, je pense. C'est que l'État prend toute disposition utile pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. Et là, on a un vrai enjeu parce que l'autre singularité quand même de l'école, c'est qu'on est dans de la pédagogie de l'éducatif. Voilà. Et qu'aujourd'hui, cette singularité qui amène à des règles spécifiques sont très mal comprises de nos élèves, en tout cas d'une partie de nos élèves. Et les études, hein, les sondages montrent qu'aujourd'hui, quand on interroge les jeunes sur comment ils comprennent la laïcité, le premier mot qui leur vient en tête, c'est interdiction. Donc, on a un vrai enjeu pédagogique là, hein, leur faire comprendre que malgré la loi de 2004,
a un sens, hein, qui est là pour protéger la liberté de conscience. Alors après, on peut en débattre, mais en tout cas, c'était l'objectif. On est bien dans une volonté, comme le dit l'article que je viens de citer du Code de l'éducation, on est bien toujours dans un principe qui est un principe de liberté. Je dis souvent, la laïcité, la liberté, c'est la règle et les limites sont l'exception et pas l'inverse. Et parfois, certains élèves le ressentent, donc il faut accepter hein, leur façon de le voir, il faut le discuter avec eux. Et l'école a quand même l'occasion de montrer que cette liberté d'exercice des cultes, on y est attentif. On y est attentif, les prières à l'internat sont autorisées, bien sûr sous certaines conditions. Il faut que ce soit dans un lieu isolé, que ce soit fait de manière individuelle. On prend en compte pour les repas, ce sont des repas différenciés. Alors certes, on ne va pas offrir des repas qui correspondent à des prescriptions religieuses, mais on va faire en sorte que les élèves puissent ne pas aller à l'encontre de leur prescription religieuse, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de leur donner des menus cachère ou halal, enfin peu importe. Voilà. Donc il y a plein d'éléments qui doivent nous permettre, il y a aussi possibilité d'avoir des aumôneries. Donc il y a effectivement des éléments qui doivent nous permettre de montrer aux élèves que le principe de laïcité n'est pas un principe liberticide. Voilà, c'est un enjeu fort, tout en essayant de leur faire comprendre le pourquoi de cette spécificité de l'espace scolaire, qui s'applique donc également aux parents, hein, puisqu'il y a la question des parents. Je reviens à la deuxième catégorie d'usagers au sens large. Alors pour ce qui est des parents, la question est sensible parce que elle n'est pas véritablement réglée, on va dire, juridiquement ou stabilisée. Il y a eu une étude du Conseil d'État qui date de 2013, hein, qui considérait cette étude que ne pas être considéré comme un collaborateur occasionnel, qui était plutôt du côté des usagers, donc on ne pouvait pas lui demander, on ne pouvait pas le soumettre à un devoir de neutralité. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu une jurisprudence en 2019 du Conseil d'État, de la Cour d'appel administrative de Lyon donc en juillet 2019, qui a donné raison à une directrice d'école qui donc n'avait pas accepté une mère d'élèves voilée, et la Cour administrative d'appel de Lyon donc a motivé en disant que parce que cette situation conjuguait finalement deux conditions, hein, qui expliquaient qu'on pouvait donner raison à la directrice. D'une part, c'était à l'intérieur de l'établissement, dans les murs, voilà, ce qui est quelque chose qui peut aussi interroger d'ailleurs, hein, dans les murs. Et deuxièmement, que l'activité donc, à laquelle participait la mère d'élèves était une activité assimilable à donc une activité pédagogique. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, dans l'éducation nationale, par rapport aux parents, on pourrait dire qu'il y a trois cas de figure. Il y a le parent d'élève qui vient en réunion, soit à titre personnel, soit en tant que délégué, et qui, lui, n'est soumis à aucun devoir de discrétion ou de neutralité, on le dira comme vous voulez. Il y a le parent d'élève qui est accompagnateur à l'extérieur, qui, lui non plus, si on suit, et pour l'instant, c'est ce qu'on préconise, hein, si on suit le Conseil d'État, donc n'est soumis également à aucun devoir de neutralité. Et puis, en revanche, il y a le parent d'élève qui est dans l'établissement, avec une classe, avec un enseignant, bien entendu, hein, toujours, mais qui est dans une activité assimilable à une activité pédagogique. Et dans une classe, il y a rarement une activité qui n'est pas assimilable à une activité pédagogique, hein, ça paraît logique. Donc, lui, là, effectivement, le parent d'élève, il doit se soumettre à un certain devoir de neutralité. Je terminerai par les intervenants extérieurs. Ce qui a été donc décidé, c'est que la règle qui s'imposait aux parents à l'intérieur d'un établissement avec une activité assimilable, donc une activité pédagogique, s'appliquait également aux intervenants extérieurs. Donc, ils sont soumis à la même règle. Merci à Monsieur Lhomme, Madame Fauconnet et Monsieur Medini
Donc, on avait dit, dans un premier temps, c'est ce qu'on vient de faire, hein, des interventions sur la distinction usager-agent. On a bien vu que la distinction n'était pas si nette que ça, notamment à l'école. Hein, et le deuxième bloc d'intervention donc, concernait plutôt les moyens ou les outils mis en œuvre pour résoudre ces problématiques. Parce que M. Lhomme l'a dit tout à l'heure, à propos des élèves, quand ils sont interrogés sur la laïcité, c'est l'interdiction. Donc, il y a sans doute une nécessité dans tous les services publics, hein, mais puisqu'on parle de cela à l'hôpital et à l'école, sans doute d'informer beaucoup, à la fois les usagers et les agents de ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ce deuxième bloc d'intervention porte sur ces moyens-là qui sont mis en œuvre. Alors, on a évoqué tout à l'heure les référents laïcité, il y a la journée laïcité qui a été créée, le prix laïcité qui a été créé. Donc, il y a des moyens comme ça qui sont mis en œuvre, institutionnels ou normatifs, et qui vont être abordés maintenant. On commence par la PHP encore. Donc, je vous laisse la parole. Comme tout à l'heure, soit Madame Félicie Fougonnet commence, soit Monsieur Boumedienne Medini commence. Merci beaucoup. Alors effectivement, le principal outil à ce jour à destination principalement des professionnels en matière d'explicitation des règles en matière de laïcité et surtout d'accompagnement auprès des agents pour toute question qui pourrait se poser en la matière, c'est effectivement le fait d'avoir désigné un référent laïcité qui, depuis l'été 2021, a même un statut législatif. Donc, au sein de la PHP, c'est le collège de déontologie qui exerce ce rôle et qui peut donc être saisi par tout agent, mais également par toute direction hospitalière, afin d'expliciter le principe de laïcité et les modalités pratiques qui pourraient, dans lesquelles il s'applique, et rappeler également les droits et les obligations en la matière, notamment les questions que pourraient se poser les professionnels vis-à-vis des usagers. Le collège a été saisi de quelques questions en qualité de référent laïcité et a déjà eu l'occasion à la fois d'éclairer une professionnelle sur l'application de ce principe, mais également de rendre un avis en matière de bénévoles associatifs pour préciser ces questions qui restent assez plus diffuses et peut-être un peu plus compliquées à ce jour. Effectivement, l'avis qui a été rendu par le collège était très important pour la PHP parce que, comme l'ensemble des hôpitaux en France, des associations peuvent être autorisées à intervenir au sein des hôpitaux, donc pour des activités très diverses, hein, en réalité. Et ce sont des associations qui sont des associations de type 1901, donc qui ne font pas des associations cultuelles, bien sûr, et qui n'ont pas vocation à avoir un discours religieux. Mais parfois, il est arrivé que certains des membres qui composent ces associations, effectivement, puissent présenter des signes religieux. Et c'est là où on a eu un rapport un peu à ce que les situations rencontrées par les écoles, finalement, de dire il y a des bénévoles qui interviennent, qui sont autorisés, mais qui présentent des signes religieux. Et donc, pour éviter effectivement qu'il y ait des interrogations, des flous, des incompréhensions de part et d'autre d'ailleurs, hein, tant du côté des professionnels que des usagers qui sont amenés à rencontrer ces bénévoles, le collège a rendu aujourd'hui un avis et a proposé, a recommandé que l'obligation de neutralité se traduise aussi pour ces bénévoles, de façon à ce que voilà, ils soient un peu, puisqu'ils sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public, et suite à l'étude de 2013 à laquelle faisait référence M. Lhomme, effectivement, le collège a souhaité s'inscrire dans cette continuité. Un autre outil peut-être qu'on peut évoquer, c'est donc à destination à la fois des professionnels et des usagers. C'est un guide qui a été rédigé au sein de la direction d'affaires juridiques, qui est en cours de présentation devant nos instances et qui vient éclairer les deux pans de l'obligation pour à la fois nos usagers et nos professionnels et pour accompagner
de manière la plus pédagogique possible, on l'espère, l'application de ce grand principe. Enfin, peut-être dire un mot des aumôniers. Effectivement, alors au-delà des outils, des dispositifs qu'on peut mettre en place, il faut aussi évoquer les personnes ressources qu'on peut solliciter justement pour apporter des éclairages tant aux patients, usagers, familles, lorsqu'ils sont pris en charge, qu'aux professionnels, puisque c'est les aumôniers qui sont aujourd'hui dans l'établissement, qui interviennent dans l'établissement, qu'ils soient à titre salarié ou bénévole, ont un rôle très important puisqu'ils sont considérés d'une part par les usagers comme les co-religionnaires quand ils sont là amenés à aborder la question religieuse, et donc ils sont parfois beaucoup mieux entendus que les soignants qui parfois ne sont pas considérés comme sachants, et donc il peut y avoir des tensions qui vont naître entre les usagers et les équipes soignantes. Alors l'aumônier va être là un peu en médiation, va expliciter les choses d'une part, et puis du côté des professionnels, il va aussi apporter des éclairages sur les pratiques religieuses, les prescriptions religieuses, et distinguer entre ce qui relève du cultuel en tant que tel véritablement, et puis ce qui va être du culturo-cultuel aussi. Parfois, il y a des difficultés à appréhender ces sujets-là, et donc les aumôniers sont aussi aujourd'hui dans nos hôpitaux des personnes ressources sur lesquelles les agents et les professionnels s'appuient. Sur les aumôniers, petite remarque d'ailleurs, depuis plusieurs années, je ne connais pas la date, mais ils ont l'obligation de passer un DU sur la laïcité. Donc voilà, leur connaissance aussi s'appuie sur une formation qui est devenue obligatoire. Et avant de parler des outils, de la politique, de l'éducation nationale, je voudrais faire une mise au point par rapport à ma première intervention, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 questions, donc ça veut dire que je n'ai pas été clair. Alors je vais l'être de manière impérative, parce que c'est important. On ne peut pas offrir aux élèves dans un établissement scolaire public des repas kasher ou halal. Voilà, que les choses soient claires. Il y a des repas différenciés qui leur permettent de ne pas aller à l'encontre de leur prescription religieuse, mais on ne leur offre pas des repas, qui correspondent à leur prescription religieuse. Je tenais à le dire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. Alors, en ce qui concerne les outils, les moyens, il faut dire que c'est une question dont se sont emparés les différents gouvernements depuis une dizaine d'années, très clairement, mais avec, on va dire, depuis 2017, une politique qui est une politique encore plus volontariste et je dirais très, très fonctionnelle, puisque donc je vais essayer de partager mon écran, vous me direz si ça fonctionne ou pas. Depuis 2017, donc le ministère de l'Éducation nationale d'abord a installé un conseil des sages laïcité qui est présidé par la sociologue Dominique Schnapper, qui a connu quelques modifications sensibles, on va dire, depuis il y a quelques jours, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce conseil des sages, il avait pour vocation de rédiger un vade-mecum que vous avez donc à droite de l'écran, qui s'appelle La laïcité à l'école, qui est devenu véritablement un document de référence pour les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les inspecteurs. C'est un document qui est composé de fiches très concrètes sur les différentes situations que l'on peut rencontrer, avec donc les réponses juridiques dans un premier temps, mais aussi les pistes pédagogiques. Donc, il y avait la volonté d'unifier un discours afin que les réponses qui sont données dans les établissements n'apparaissent pas comme des réponses arbitraires, mais qu'elles soient bien des réponses basées à la fois sur ce que dit le droit quand le droit dit quelque chose, et sur donc voilà, un discours qui a été décidé donc au niveau national. Ça, c'est un premier point, donc ce conseil des sages. Et en parallèle, a été mis en place dans chaque académie une équipe académique de valeurs de la République, dont voilà, je suis le coordonnateur depuis septembre, mais j'ai été pendant 3 ans le coordonnateur de l'équipe académique de valeurs de la République de l'Académie de Toulouse. Alors, cette équipe académique de valeurs de la République, elle a 3 grandes missions. Vous allez voir, c'est assez concret. Bon, il y a une première mission qui est une mission de recensement des situations d'atteinte à la laïcité. On a aussi le champ du racisme et de l'antisémitisme, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, voilà, on fait un recensement de toutes les situations qui nous remontent par une application qui s'appelle Fait Établissement. Donc, on fait un
recensement qui est maintenant mensuel, il faut que je le fasse pour demain, qui permet donc au ministère d'avoir une connaissance, alors bien entendu partielle, hein, toutes les situations ne sont pas remontées loin de là, on en a bien conscience, mais vous allez voir, ça nous donne aussi un peu une idée du type de situation d'atteinte à la laïcité voilà, qui est dominant dans les établissements. Donc ça, c'est la première mission, recensement. Deuxièmement, on accompagne les personnels, les directeurs, les proviseurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un signalement, j'appelle les établissements pour leur dire, pour faire un peu une analyse de la situation et si besoin, me déplacer et les accompagner dans le traitement de la situation. Hein. Ça peut aller jusqu'à rencontrer, par exemple, des parents d'élèves qui contesteraient un cours. Et puis, la troisième mission, c'est la mission de formation des personnels, hein, parce qu'on a constaté que le personnel était très mal à l'aise avec ce principe de laïcité, et notamment avec cette tension que j'expliquais tout à l'heure, hein, liberté, pas de liberté. Donc, la formation est obligatoire. Sur les 5 ans, donc il nous reste maintenant 3 ans, nous devons donc former l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, avec une formation spécifique au personnel de direction depuis novembre dernier. Voilà, là je vous ai mis très rapidement donc le résultat des recensements dont je vous parlais, hein, qui sont accessibles en ligne. Donc vous voyez que bon, il y a des variations, il y a eu à la rentrée pas mal de situations liées au port de signes et tenues. Tout à l'heure a été évoquée la question des abayas, hein, qui nous occupe pas mal. Effectivement, on le voit dans la typologie. Donc, c'est ce qui est intéressant, plus que le nombre, c'est plutôt l'évolution, parce que le nombre ne veut pas dire grand-chose. Je répète, il y a encore parfois il y a une culture du signalement à développer dans l'éducation nationale, très clairement. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est effectivement donc la répartition, hein, par type de situation d'atteinte à la laïcité. Donc, depuis la rentrée, c'est véritablement effectivement la question des ports de signes de tenue religieuse qui domine, mais on a quand même une question qui déstabilise beaucoup les équipes et qui est très présente dans les statistiques, c'est celle des contestations d'enseignement, hein, qu'on peut donc associer d'ailleurs au refus d'activités scolaires, voilà, qui sont véritablement des événements qui mettent vraiment en fragilité les équipes. Et je tiens à le signaler parce que je ne l'ai pas dit, mais on est dans un pays qui est de plus en plus pluralisé religieusement. Hein. Ça, c'est un élément dont il faut avoir conscience. Et la contestation d'enseignement ne vient pas que d'une seule religion, loin s'en faut. Hein. On a des contestations d'enseignement qui viennent de toutes les religions, qui considèrent qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte la spécificité d'une appartenance religieuse. Et ça va même au-delà du religieux. Je peux vous dire, par exemple, ce matin, une chef d'établissement qui m'a indiqué qu'une mère d'élève ne voulait pas que sa fille étudie la Marseillaise parce que la Marseillaise ne rentrait pas dans ses convictions personnelles. Vous voyez. Donc, je ne pense pas que c'était religieux, là, mais voilà, on a cette tendance qui est bien présente. Voilà. Très bien, merci à tous pour cette intervention de qualité. Ce que je vous propose, c'est que l'on va passer au temps des questions. Je vois qu'il y en a quand même beaucoup déjà dans le chat. N'hésitez pas à les indiquer, à les indiquer voilà, dans l'onglet questions et réponses. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à tous y répondre, mais on va essayer d'en couvrir un maximum. Alors, juste avant petite précision, Monsieur Lhomme, vu que vous aviez précisé pour les repas, on a une question aussi justement sur les repas auprès de l'AP-HP, sur est-ce que les usagers peuvent demander un repas halal ou kasher dans les hôpitaux? Effectivement, peut-être que mes propos manquaient de clarté et M. Lhomme l'a aussi précisé de son côté. Les patients peuvent exprimer, c'est-à-dire un choix en indiquant ce qu'ils souhaitent ou non consommer, ce qu'ils ne consommeront pas. Donc l'hôpital, dans ce qu'on appelle un relevé d'aversion, permet
à ce que le patient, effectivement, puisse être servi de repas qui lui correspondent. Ne pas lui servir de viande qui ne serait pas halal ou pas cachère, de façon à respecter sa prescription religieuse. Et c'est là, il y a un travail important qui va être fait de la part des équipes qui vont auprès des patients pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Je vous donne un exemple. J'ai eu par le passé un retour d'une patiente qui, pendant son séjour, presque une dizaine de jours, n'a jamais été servie en viande. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne avait un prénom qui était d'origine maghrébine, et donc les soignants ont estimé, à tort d'ailleurs, que cette personne ne devait pas consommer de viande, et pour éviter effectivement d'enfreindre peut-être une prescription religieuse qui serait la sienne. Et donc c'est la patiente elle-même qui, au bout de quelques jours, s'est manifestée en indiquant son incompréhension à ne pas voir arriver de viande dans ses plats, sur son plateau repas. Et donc la discussion s'est opérée. Et ouais, la difficulté, bien sûr, à ce moment-là, de le faire, mais les patients peuvent s'exprimer. On ne propose pas de plat halal cachère en tant que tel, de menu, mais les patients peuvent exprimer leur préférence. Très bien, merci. Donc, prochaine question, donc, qui est intervenue au moment de l'introduction, donc peut-être plus pour Monsieur Sylvain Niquège. Qu'en est-il de ce respect de la laïcité, de la neutralité de ces applications dans le cas d'un étudiant ou d'un élève majeur? Oui, merci. C'est vrai que pour le service public de l'éducation, ce que prévoit le préambule de la Constitution de 1946, c'est qu'il y a un enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, donc y compris dans le supérieur. Mais dans le supérieur, la laïcité, mais c'est pareil dans les études antérieures, hein, la laïcité, elle s'impose à l'institution et à ses agents. Et donc, les usagers du service public de l'enseignement supérieur ne sont astreints à aucune interdiction, en particulier, c'est à ce à quoi on pense en premier, sur le terrain du port des signes religieux. Alors, est-ce que si un jour le législateur décide d'intervenir pour interdire le port de signes religieux aux étudiants du supérieur dans les établissements publics du supérieur, peut-être qu'il pourra le faire. Je ne sais pas si, du point de vue de la constitutionnalité de cette loi, ça passerait, dans la mesure où la justification principale pour les élèves du primaire et du secondaire, c'est quand même le fait qu'ils sont encore en formation et qu'ils n'ont pas la maturité justement d'un adulte vis-à-vis des influences qu'ils peuvent subir. Donc, je pense que ça pourrait poser une difficulté constitutionnelle qui ne se pose pas ou qui s'est moins posée pour les élèves du primaire et du secondaire. Mais en tout cas, là, en l'état, il n'y a aucune interdiction particulière du point de vue du port des signes religieux des étudiants du supérieur. Alors, il y avait un volet d'une question qui portait sur les stages. Par contre, quand ils sont en stage, généralement, ils sont assimilés à des agents des institutions dans lesquelles ils sont stagiaires. Et donc, un étudiant du supérieur qui fait un stage dans le cadre de ses études au sein, par exemple, d'une collectivité territoriale ou d'une collectivité publique, quelle qu'elle soit, en principe, il est astreint à une obligation de neutralité qui lui interdit notamment le port de signes religieux dans ce cadre-là. Et je pense que c'est la même chose à l'hôpital. Hein. Je parle sous votre contrôle, mais voilà. Mais dans le cadre de l'université en tant que telle et des murs de l'université, il n'y a pas cette interdiction du port des signes religieux. Après, sur les pratiques religieuses, là, par contre, l'institution, l'université, n'est pas du tout dans l'obligation, et même, à mon sens, ce serait juridiquement très risqué, que de prévoir des lieux de culte au sein même de l'établissement. Parce qu'à la différence de l'hôpital, par exemple, l'université est peut-être plus regardée comme un lieu de passage. À l'hôpital, l'usager, il est contraint. Il ne peut pas s'en aller parce qu'il est malade, ce qui n'est pas le cas à l'université. Ce qui fait qu'à mon sens, cette question-là de la pratique religieuse, elle se présente tout à fait différemment par rapport à ce qu'il en est à l'hôpital. Et d'ailleurs, à l'école, ça a été dit, hein, les aumôneries, en principe, et les pratiques religieuses, elles sont censées être à l'extérieur
de l'établissement. J'ai trouvé, je fais une petite parenthèse, je reviens à un propos de Monsieur Lhomme auquel je souscris complètement, sur le fait que la laïcité, c'est d'abord un principe de liberté et l'obligation pour l'État et pour les collectivités de respecter la liberté religieuse, voire même de la garantir, hein, des usagers. Il y a une disposition du Code de l'éducation qui est un petit peu datée, mais qui précise que dans la semaine, outre le dimanche, il y a un autre jour pour lesquels les élèves ne doivent pas ne sont pas tenus d'aller à l'école. Il est très précisément dit que c'est pour permettre aux parents d'assurer l'instruction religieuse de leurs enfants. Donc, dès le début du XXe siècle, il y a quand même cette recherche d'équilibre là. Je peux juste compléter parce que vous avez répondu pour les étudiants, mais la question portait aussi sur les élèves majeurs. Et donc, c'est important quand même de bien préciser que la majorité n'est pas un critère, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'un élève majeur, par exemple, l'élève majeur qui est en terminale, il est soumis à la loi de 2004. Les élèves de BTS sont soumis également à la loi de 2004. Et ça s'applique également aux stagiaires Greta, qui peuvent être bien plus âgés que 18 ans, quand ils ont cours dans un établissement du second degré pendant des cours que fréquentent des élèves du second degré. Hein, le Conseil d'État a considéré, alors ce n'est pas au nom du principe de laïcité, c'est plutôt au nom de l'ordre public, hein, que ça créerait du désordre, et donc que les stagiaires de Greta devaient aussi se soumettre à un devoir de discrétion. Voilà, c'est pour compléter sur parce que c'est une question qui est souvent posée, la majorité considérée comme, qui serait considérée comme un critère, mais ce n'est pas du tout le cas. Merci beaucoup d'avoir complété. C'était en effet très important de signaler de faire cette précision, pardon. Donc la question suivante, en fait, là, je pense qu'on peut coupler deux questions. C'est dans quelle mesure les soignants peuvent-ils imposer aux patients des traitements refusés pour des motifs religieux en raison de la personne du soignant ou de la typologie des soins? Et la question juste avant, précédemment, c'était qu'en est-il du problème de la transfusion sanguine nécessaire aux besoins de santé pour certains patients, le refusant pour des raisons religieuses? Donc là, je vais peut-être plutôt passer la parole à Madame Castin, puis peut-être aussi à la PHP. Je vous laisse décider qui commence. Ça m'est égal. Moi, je n'ai pas trop compris la première question. Il faudra me la reformuler. J'ai bien saisi la deuxième question sur le refus de transfusion sanguine pour motif religieux. Alors, c'est une question qui est très difficile à la fois pour les patients, mais aussi pour les soignants, pour les médecins, parce que lorsqu'un soignant est confronté à un refus de soins et que ce refus de soins engage le pronostic vital de la personne, c'est très difficile pour le médecin de dire « je ne vais pas le transfuser et il va mourir alors que je pourrais le transfuser et le sauver ». Mais les évolutions législatives depuis 2002 montrent bien que la loi entend privilégier l'autonomie du patient. Et alors, finalement, que le refus de traitement soit exprimé pour des motifs religieux ou pour tout autre motif, le patient a le droit de refuser des traitements et le médecin doit respecter ce refus de traitement, sauf, bien évidemment, urgence. Donc, un refus de transfusion sanguine, lorsque ce refus engage le pronostic vital de la personne, il doit être réitéré. Donc, la personne doit exprimer ce refus une première fois, puis une deuxième fois en laissant un temps raisonnable entre les deux expressions du refus de traitement. Et lorsque la personne dispose de sa capacité de discernement, bien évidemment, est majeure, d'une capacité de discernement, et qu'elle refuse 2 fois comme ça les transfusions sanguines, le médecin doit respecter ce refus de traitement. Alors, c'est difficile pour les médecins qui parfois ont tendance à transfuser quand même. C'est difficile ensuite pour les juges de condamner un hôpital pour faute parce que l'hôpital aurait sauvé le patient malgré le refus de traitement. Il y a eu un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui est le premier à condamner le CHU de Bordeaux parce que justement les médecins du CHU de Bordeaux n'ont pas respecté un refus de transfusion sanguine. Donc la patiente est arrivée à l'hôpital, a été prise en charge. Il y a eu un problème pendant l'opération. Elle avait dit, en arrivant au CHU de Bordeaux, qu'elle ne voulait pas de transfusion sanguine pour des motifs religieux. Pendant l'opération, il y a eu une hémorragie, elle est transfusée, mais il y avait urgence et elle n'avait pas pu réitérer son refus de traitement.
Et puis, à l'issue de l'opération, elle est rétablie, elle a une deuxième transfusion quand même, et puis elle fait à nouveau, enfin, elle est anémiée, elle a besoin d'une troisième transfusion qu'elle refuse. Elle réitère son refus, elle est sédatée pour être transfusée. Et donc là, alors, il faut dire que quand même, la sédation pour transfuser un patient, c'est quand même assez inédit. En tout cas, c'est assez inédit pour moi, qui ne fréquente pas les milieux hospitaliers. Mais voilà, le CHU de Bordeaux a été condamné. Alors, en appel, je ne sais pas, je n'ai pas pu savoir s'il y a eu un pourvoi en cassation qui a été fait. Il était question que la patiente elle-même aille en cassation parce qu'elle trouvait que l'indemnisation qui lui était proposée était insuffisante. 3 000 €, c'était pour la violation de sa liberté de religion, finalement. Voilà, sur ce point, moi, ce que je peux dire, peut-être que la PHP veut ajouter quelque chose. Non, non, vous avez été très complète sur le sujet. Peut-être pour la première question, effectivement, est-ce qu'il s'agit du refus de soins, je pense, tout simplement, c'est ça? J'ai l'impression, en effet, qu'est-ce que l'on peut imposer, qu'est-ce qu'un médecin peut imposer, en fait, comme traitement? Est-ce qu'il peut en imposer? Dans ce cadre-là, non, effectivement, le patient est libre d'accepter une thérapeutique, un traitement, ou de le refuser tout simplement, ou même de l'arrêter quand il a déjà commencé. Il peut demander à ce que qu'on mette fin à ce traitement. Par contre, ce qui est important de signaler, c'est que lorsque le patient exprime son souhait d'arrêter un traitement ou refuser un traitement, les médecins vont devoir proposer une alternative quand même, accompagner le patient de manière à ce que le patient ne soit pas laissé comme ça sur le bord du chemin, dire bon, vous ne souhaitez pas être soigné, on s'arrête là, c'est terminé. Non, on propose des alternatives, on cherche une solution de façon à ce que le patient finalement continue à être pris en charge et puisse être soigné en définitive. Très bien, merci. Du coup, dans les commentaires, il y a Madame Claire B qui signale qu'il y a bien un pourvoi en cassation en cours. Et juste une petite précision du coup par rapport à la transfusion sanguine. Une autre question, c'est il me semble que la loi oblige à procéder à une transfusion sanguine pour un mineur s'il y a nécessité vitale, même quand les parents y sont opposés. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, pour les mineurs, effectivement, depuis 2002, le médecin peut transfuser le mineur malgré l'opposition des parents, sans même avoir besoin de passer par le procureur de la République ou le juge, à partir du moment où elle estime que la transfusion est nécessaire à la santé du mineur. Très bien, merci. Je vous propose une question maintenant sur l'école. Donc plutôt Monsieur Lhomme, comment mais aussi pourquoi pas Monsieur Nikej, peut-être avec un côté université, comment doit réagir un professeur quand un élève conteste un enseignement? Doit-il exclure l'enfant de son cours ou au contraire doit-il rester? Une excellente question. Il n'y a pas véritablement de réponse parce que tout dépend le contexte de classe. Voilà, donc on peut avoir des contextes très très différents sur les contestations d'enseignement. On a quand même pas mal toujours un peu difficile de parler en nombre, mais on a des situations qui nous remontent de contestation d'enseignement. Il y a des moments où effectivement ça devient objet d'affrontement. Donc là, il s'agit bien entendu d'exclure l'élève. Tout dépend effectivement de l'attitude de l'élève parce que la contestation d'enseignement, elle a des origines qui peuvent être différentes. Ça peut être la provocation, ça peut être une mauvaise compréhension du principe de laïcité. On a aussi des élèves qui sont arrivés en France depuis peu et qui ne comprennent pas le principe de laïcité. Ça peut être des élèves qui, si je prends un exemple qui est arrivé plusieurs fois d'élèves qui refusent par exemple d'entrer dans une église. Bon. Donc là, on se trouve face à une contestation d'enseignement parce que voilà, entrer dans une église, ça fait bien partie d'un enseignement des faits religieux. Alors ça peut être la provocation, ça peut être une volonté de pas assister au cours, mais ça peut aussi, de la part de certains élèves, tout simplement être la traduction d'un sentiment d'être dans un conflit de loyauté par rapport à leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, on a déjà eu cette situation au moins 2 fois, où l'élève dit mais moi si j'entrais dans cette église, j'avais l'impression de trahir mes parents. Et d'ailleurs très curieusement, en tout cas c'est pas forcément très intuitif, mais quand on contacte les parents, la plupart
pourtant, dans ces situations-là, ils ne cautionnent pas, voilà, le refus de leur enfant. Et donc, ça permet aussi voilà, de régler la situation. Donc, autant de situations, autant de réponses différentes. Parfois, il faut exclure, parfois, voilà, il est bon de différer voilà, pour pouvoir régler la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation doit être réglée à un moment donné. Voilà, ça c'est évident. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter les propos sur cette question? Non, ben, je vous propose de passer à une autre question. Donc, je vais varier, je vais repartir sur les hôpitaux. Comment est choisi à l'hôpital les religions qui bénéficient d'un lieu de recueillement? De plus, est-ce que faire par exemple le ramadan peut être considéré comme un signe religieux? Alors, les cultes qui sont aujourd'hui autorisés dans les établissements sont les cultes qui sont organisés et qui ont donc des autorités cultuelles qui sont identifiables, reconnues. Donc aujourd'hui, on compte le culte catholique, protestant, israélite, musulman et également alors, le culte bouddhiste depuis quelques années maintenant est organisé à travers une union des bouddhistes France. Et donc, dès lors, ces autorités cultuelles peuvent exprimer des besoins en matière d'accompagnement et donc de salariat ou en tout cas de présence d'aumôniers pour la mise en place de services d'aumônerie dans les établissements. Et pour ce qui est de, donc là oui, la deuxième question, pour ce qui est du ramadan, alors un patient pourrait le faire, effectivement, hein, puisqu'il ça constitue une des libertés religieuses, mais lorsqu'on est hospitalisé, c'est qu'on est dans une situation de maladie, de fragilité, et dans ce cadre-là, si le traitement, si la prise en charge ne permet pas de concilier cette prescription religieuse avec les soins, à partir de là, effectivement, il est rappelé au patient, on lui indique que la pratique du ramadan va être difficilement conciliable. Ça me fait penser à un exemple d'un patient qui était hospitalisé chez nous sur du long terme en soins de suite et réadaptation, et qui tous les ans, effectivement, souhaitait absolument jeûner pendant cette période. Les soignants avaient beau rappeler à ce patient que sa situation ne lui permettait pas de jeûner, et systématiquement, il insistait. Donc, l'aumônier, et là, on parlait tout à l'heure de personnes ressources, l'aumônier national d'ailleurs, hein, à ce titre, puisque nous n'avions pas d'aumônier salarié, nous n'avions pas de référent localement, hein, c'était en région, dans nos établissements, prenait le temps, chaque année, de s'entretenir avec ce patient pour lui rappeler qu'il n'y avait pas de prescription religieuse qui lui imposait de se mettre en danger et de mettre sa situation en danger, et donc d'engager éventuellement son pronostic vital. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on essaie d'opérer avec les personnes ressources que sont les aumôniers aussi. Merci beaucoup. Alors là, j'ai une question un peu plus longue, un peu plus ciblée sur les doctorants. S'agissant des doctorants, est-ce qu'il y a une différence en fait qui est établie entre le doctorant contractuel et le non contractuel? Le premier étant considéré comme agent de l'université, donc du service public, et l'autre non. Donc, est-ce que le doctorant contractuel se retrouve soumis au principe de neutralité, contrairement au doctorant non contractuel? Donc, si quelqu'un veut prendre. Je viens essayer une réponse. Alors moi, là, je ne me suis jamais posé la question et j'y ai jamais été confronté. Donc, je n'ai pas d'absolue certitude là-dessus. La difficulté, c'est que le doctorant, il est souvent dans il a une double casquette. C'est-à-dire qu'il est en train de suivre une formation ou de mener une étude qui l'amène à obtenir un diplôme. Donc, on peut le regarder comme un usager du service public de l'enseignement supérieur dans le cadre duquel il se forme. Donc, à ce compte-là, il va plutôt être assimilé à un étudiant. L'ambiguïté, c'est que souvent, il donne des enseignements, et c'est notamment le cas pour les doctorants contractuels. Et à partir du moment où on accomplit une mission d'enseignement à titre professionnel, puisqu'il y a rémunération, là, dans ce cadre-là, ça devient plus logique d'être astreint à une obligation de neutralité, la même que celle qui s'impose aux titulaires. Donc, vraiment comme ça, en réfléchissant là, je dirais que ce qui me semble décisif, c'est pas tant
c'est pas tant doctorant contractuel ou pas contractuel. Ce qui est important, c'est mission d'enseignement ou pas. Et si on est dans le cadre d'une mission d'enseignement, qu'on est un doctorant et qu'on se retrouve devant des étudiants dans le cadre de travaux dirigés, par exemple, qu'on soit doctorant contractuel ou vacataire ou tout ce que vous voulez, à mon sens, on est pleinement astreint à une obligation de neutralité. Par contre, quand on va travailler dans un centre de documentation ou dans une bibliothèque, etc., là, je serais moins enclin à cette assimilation avec les agents, parce que là, on peut peut-être considérer qu'on se rapproche plutôt du régime qui s'applique aux étudiants de façon générale. Donc, je ne sais pas hein, si ça se… Il me semble que le raisonnement se tient. Après, voilà, je n'ai pas suffisamment réfléchi à cette question-là et je n'y ai pas été vraiment confronté pour pouvoir donner une réponse définitive. Et puis, je n'ai pas d'exemple jurisprudentiel qui me permettrait de le faire non plus. Merci beaucoup. Par contre, nous avons une précision par rapport à la question précédente sur la question du ramadan. Cela concernait surtout le professionnel qu'il ferait lors de son service et de sa garde. Dans ce cas-là, ses collègues, par exemple, se rendent compte de sa religion. Alors, il faut reconnaître une chose, c'est que les professionnels se connaissent. Ce n'est pas à ce moment-là qu'ils se découvrent et qu'ils vont pouvoir se rendre compte que tel ou tel agent ou tel collègue peut être de telle religion. La seule chose, c'est que le ramadan n'est pas un signe ostensible en tant que tel. Dès lors que l'agent n'est pas prosélyte, qu'il n'a pas d'autre attitude vis-à-vis de ses collègues, voilà, il n'y a pas de raison d'intervenir ou voilà, d'avoir une réaction particulière. Un des éléments qui peut être important à retenir, mais ça vaut pour d'autres types de temps, c'est si l'agent qui se trouve dans une situation de jeûne, que ce soit un carême, un ramadan, n'est pas en capacité d'avoir un exercice sécurisé, tant pour lui que pour les patients auprès desquels il intervient. Et voilà, ça c'est une chose, et tant qu'il n'est pas prosélyte non plus, effectivement, voilà, les choses peuvent se faire et il n'y a pas d'interdiction, on n'a pas imposé à un agent de ne pas jeûner, sauf à ce qu'effectivement, voilà, il soit en situation délicate pour lui-même et pour les patients. Merci beaucoup. Et donc, dernière question concernant les hôpitaux. Qu'en est-il du problème de neutralité si un médecin, pour des convictions religieuses, ne veut pas prendre en charge une interruption de grossesse? Alors ça, c'est la fameuse question de la clause de conscience, effectivement, qui permet à tout soignant, sous une triple condition, donc le fait qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait plus urgence, qu'il informe bien sans délai son patient de son refus, de son impossibilité de continuer à le prendre en charge et qu'il ait pris toute disposition pour assurer la continuité des soins, de faire jouer cette clause de conscience et donc de refuser de pratiquer certains actes médicaux. Et sous la réserve que cette pratique ne soit pas discriminatoire. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à une dernière question, parce que nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, pour la dernière question, je vous propose, est-ce que la publication et la promotion de la charte de la laïcité dans les écoles publiques a généré des problématiques et ou contestations du respect de la neutralité par les usagers, comme par exemple une atteinte à la liberté de conscience, de croyance ou de religion? Est-ce que voilà, il y a eu des soucis suite à cette charte de la laïcité? Pas à ma connaissance, la charte de la laïcité, elle est très présente dans tous les établissements scolaires. Il suffit d'aller dans n'importe quelle école, collège ou lycée, vous allez la trouver. Après, est-ce qu'elle est suffisamment investie? Ça, c'est une autre question, même si on a parlé tout à l'heure de la journée du 9 décembre, qui est quand même l'occasion, effectivement, de vraiment, pour l'ensemble des établissements, de se mobiliser sur la question de la laïcité. Moi, je n'ai pas eu connaissance de contestation de la charte de la laïcité en elle-même, mais après, les articles de la charte sont quotidiennement, alors pas massivement, je ne peux pas faire
peur, mais quotidiennement, effectivement, il y a des atteintes à la laïcité donc, qui contredisent ce qui est contenu dans la charte de la laïcité, qui est pourtant signé par les parents d'élèves, parce que souvent, c'est effectivement dans le carnet de correspondance également. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, je tenais encore à remercier les intervenants qui ont été passionnants dans ces interventions et merci au public pour ces questions qui ont été nombreuses. Donc, c'était le dernier webinaire citoyen de la saison 2022-2023. Et donc, la plupart de nos webinaires précédents sont sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous mets le lien dans le chat, l'onglet de discussion. Vous pouvez les retrouver, les enregistrements ici. Et afin de savoir quand est-ce que nous ferons les prochains webinaires citoyens, je vous invite à suivre les actualités du département d'aide sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à bientôt pour un prochain webinaire citoyen. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir.